Donc, si jamais on arrive à voir le plus loin possible, vraiment le plus loin que ce que nos outils, nos télescopes sont capables de faire. Est-ce que, on arrive à un stade où, on voit plus rien, où on continue de voir des galaxies à Et l'infini? on a des télescopes pour cela puisque, on a des télescopes millimétriques, des ondes millimétriques. C'est plutôt de la radioastronomie. Donc la longueur d'onde n'est plus, 0,5 microns comme dans l'optique, mais, 1 millimètre, 2 millimètres. Donc on ne le voit pas à l'œil, mais on a des détecteurs, radio qui permettent. Alors on a lancé ainsi des satellites. En 1990, c'était le satellite COBE. Puis ensuite, en 2000, c'était, WMAP et ensuite en 2010-12, c'était Planck. Donc les Européens ont lancé le satellite Planck. Ce sont des satellites en radio millimétrique pour détecter cette longueur d'onde. Et on regarde quoi? Le fond cosmologique, la lumière du Big Bang, en fait. D'accord. Cette lumière, bon, autrefois, l'univers du Big Bang, c'est très, très, très chaud, des millions et des milliards de degrés. Et puis, dans l'expansion de l'univers, ça se refroidit. Et aujourd'hui, ce fond cosmologique de rayonnement, il est à 3 degrés Kelvin, enfin 2,7 degrés Kelvin plus exactement. Et donc, ce 2,7 degrés, c'est très froid et ça correspond à cette longueur d'onde de 2 millimètres, 3 millimètres de longueur d'onde. OK. Donc, on reçoit cette lumière un peu froide, si on peut Ouais. dire, et on la détecte avec ces détecteurs. On a fait la carte du ciel dans cette longueur d'onde-là. En fait, on remonte où ça? Alors, ces photons, en fait, ils se déplacent en ligne droite et ils s'arrêtent à une dernière diffusion. En fait, ils ont été diffusés un petit peu lorsqu'on regarde un mur, par exemple. Eh bien, on ne voit pas la lumière arriver, on voit le mur, hein. D'accord, La ouais. lumière nous arrive du mur, mais comme il vient en ligne droite et transparent, on ne voit que le mur. Et là, on voit un mur, en quelque sorte. Et ce mur est à 380 000 ans après le Big Bang. Là, l'univers est opaque. Ouais. C'est comme une vitre dépolie, on ne voit pas au-delà. Donc ce qu'on voit, c'est les photons qui nous arrivent de cette vitre dépolie, en quelque sorte, cette dernière surface de diffusion. Un peu comme le Soleil, d'ailleurs, on ne voit pas à l'intérieur du Soleil, c'est un gaz, mais la surface du Soleil est optiquement épaisse, donc on voit les photons qui nous arrivent, mais on voit la surface du Soleil, on ne voit pas l'intérieur. Donc là, c'est D'accord. pareil, le Big Bang, on s'arrête, c'est très très proche du Big Bang. Et on voit qu'il n'y a aucune structure, il n'y a pas de galaxie, rien. C'est ce que vous OK. vouliez voir, il n'y a rien. Il y a rien. Il n'y a pas de structure. Il y a de la lumière, mais il n'y a pas de structure. OK, et au bout de combien de temps les premières galaxies ont commencé à se former? Alors là, justement, on l'a avec le télescope James Webb qu'on vient de lancer. Alors, on a lancé un télescope un petit peu comme le télescope spatial Hubble, et qui regardait dans l'optique et le proche infrarouge. Là, on prend l'infrarouge beaucoup plus lointain, puisque les galaxies sont très décalées vers le rouge à cause de l'expansion de l'univers. Donc, on observe des galaxies à 100 millions d'années après le Big Bang. C'est très court, quand on sait qu'il faut attendre des 13 milliards d'années pour atteindre le temps aujourd'hui. Donc 100 millions, c'est vraiment les premières galaxies qu'on voit à cette époque-là. Donc, c'est quand même plus rapide que ce qu'on pensait? Ah, c'est plus rapide, en effet, on a été surpris quand on a vu des galaxies massives. En plus, on pensait qu'il y aurait des petites galaxies, Ouais. un petit peu comme les amas globulaires, Qui 1 qui million de masses solaires, Ouais, et puis ensuite qui fusionnent et donnent pour en des former des plus galaxies grosses. aujourd'hui. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de galaxies massives très tôt. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quand même des surdensités et des vides et des pleins, si on peut dire, Ouais, et que lorsque l'univers est plus dense, eh bien, tout se passe plus vite. Il y a plus de collisions, et donc les galaxies massives naissent dans les surdensités. Et puis nous, on est plutôt dans un vide actuellement, là, la Voie lactée. Donc tout se passe doucement. Et puis dans les amas de galaxies, tout est maintenant saturé, c'est fini. Par exemple, l'amas de Coma, l'amas de Virgo, ce sont des systèmes qui ont beaucoup de galaxies elliptiques, qui sont mortes, qui ne forment plus d'étoiles, et donc on a fini l'évolution. Alors que dans les vides, on continue l'évolution de galaxies. donc alors là, je vais faire une petite parenthèse, un peu plus sur la physique. Donc ce qui permet l'agglomération et la formation des galaxies, c'est aussi la gravité qui va, Mhm. structurer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que la gravité? Parce qu'en fait, on nous enseigne, beaucoup de choses et des fois, c'est pas forcément très clair, dans l'esprit de Mhm. tout le monde. Des fois, on nous dit que c'est une force enfin qui attire, en fait, les objets Mhm. entre eux. Des fois, on nous dit aussi que c'est une déformation de l'espace-temps. Mhm. On nous parle des fois même, d'une particule, le graviton. Mhm. Est-ce qu'on peut faire un petit peu d'ordre dans tout ça? Qu'est-ce que c'est que la gravité? Oui, oui. Alors la gravité, l'intuition que nous en avons, c'est que nous sommes sur Terre, nous sommes attirés par la Terre, Ouais. puisque nous marchons sur la Terre, mais nous ne volons pas. Oui. Donc là, les premiers qui a vu cette force, c'était Newton, qui a compris en fait que non seulement la force de gravité nous attirait vers la Terre, mais aussi la Lune, par exemple, tous les astres
était gérée par cette force de gravité. Alors pourquoi la Lune ne tombe pas? Parce qu'elle tourne. Mais si elle ne tournait pas, elle tomberait sur la Terre. Ouais. On s'est rendu compte de ça en disant, bon, la pomme, alors, la fameuse pomme, enfin ça c'est une légende, la pomme est tombée, il a fait l'analogie entre la pomme et puis la Lune, qui devait tomber sur la Terre, mais qui, par sa rotation, la force centrifuge, l'empêche de tomber. Et tous les as du système solaire, c'est ça en fait. Ils sont attirés par le Soleil et tournent autour du Soleil. Donc il a compris ça, et donc il a compris qu'il y avait une force d'attraction, qu'il a dit en 1 sur le carré de la distance. Et on s'est arrêté là. C'était déjà un gros progrès, Ouais. un énorme progrès. Et puis Einstein, ensuite, en 1905, a trouvé qu'il y avait de la relativité générale et qui montrait que la gravité n'est pas une force comme les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une équivalence entre la masse inertielle et la masse pesante, en quelque sorte. Et c'est toujours la même chose. Et donc, tous les corps doivent tomber dans une champ de gravité où il n'y a pas de résistance de l'air, etc. Donc, dans le vide, tous les corps doivent tomber à la même vitesse, qu'il soit une plume ou 1 kilogramme de quelque chose. Donc, la masse inertielle est égale à la masse gravitante. D'accord, oui. C'est quelque chose de spécial. Par exemple, la force électromagnétique, c'est différent. On a des charges Q et la masse inertielle est Q. Donc, il y a le rapport entre masse et la charge et ne tombent pas de la même façon, en fait. Là, on avait cette équivalence qui fait qu'il a compris, avec des lois de symétrie, donc par des expériences de pensée, c'est ça qui lui donne un aspect de génie, en fait, puisqu'il a compris que par des lois d'invariance de Lorentz, etc., qu'on pouvait avoir cette dilatation ou contraction de l'espace. Donc la gravité était plutôt une déformation de l'espace. Donc on imagine toujours un tapis à 2 dimensions, parce que c'est difficile de se le représenter à 3 dimensions, bien sûr. Ouais. Donc imaginons que l'espace est un tapis. Évidemment, toute masse va courber le tapis. Alors, évidemment, toutes les autres masses vont être attirées par ce puits de potentiel, en quelque sorte. Donc c'est ça, la déformation de l'espace, qui crée la gravité. D'accord. Donc il y a, en parlant de gravité, il y a aussi des astres qui sont connus pour leur gravité. Je pense aux trous noirs. Comment est-ce comment est-ce qu'un trou noir peut apparaître? Qu'est-ce qui provoque son apparition? Alors, les trous noirs, on en a beaucoup dans l'astrophysique, on en mesure beaucoup. Alors, le trou noir apparaît en fin de vie d'une étoile, déjà. Ouais. Donc, une étoile, lorsqu'elle est comme le Soleil, qui n'est pas très massif, une masse solaire, justement, par définition de l'unité, eh bien, elle va devenir, en fin de vie, lorsqu'elle aura épuisé son combustible, parce que pour l'instant, la gravité est compensée par la pression de radiation. Et donc, lorsqu'elle aura fini de transformer l'hydrogène en hélium, c'est l'énergie nucléaire de fusion, eh bien, elle va se concentrer. Il n'y aura plus assez de combustible pour faire cette pression. Donc, elle va se concentrer et elle va éjecter son enveloppe. Et puis, le cœur va devenir une naine blanche. Alors, une naine blanche, c'est très concentré et la gravité est compensée par la force de Pauli. Alors, ça, c'est une force de mécanique quantique qui dit que les électrons sont des fermions. Ils ne peuvent pas être dans le même état. Donc, il y a une pression de Pauli qui est due au fait on n'arrive pas à les concentrer. Donc, c'est une résistance à la compression qui fait qu'on résiste à la gravité, en quelque sorte. Ouais. Donc, la force de gravité équilibre la force de Pauli. Et puis, la naine blanche, elle est en équilibre. OK. Alors, il y a 1 tonne par centimètre cube, quand même, de ce matériau. C'est quand même concentré. Ouais. Mais elle va être en équilibre. Et on a comme ça des nébuleuses planétaires autour des naines blanches qui sont très jolies parce que l'enveloppe rayonne, etc. Mais au centre, on a toujours cette naine blanche. Si la masse est plus grande, à ce moment-là, la force de Pauli n'est plus assez grande pour compenser la gravité. Et on a une étoile à neutrons. Cette fois-ci, c'est les neutrons. Les protons et les électrons se sont comprimés. On n'a plus que des neutrons. Ces neutrons sont encore des fermions. On a une force de Pauli, mais qui est beaucoup plus grande. Cette fois-ci, on a 1 milliard de tonnes par centimètre cube. C'est quand même beaucoup plus grand. Et là, on a des pulsars. C'est des étoiles à neutrons qui font, pour une masse solaire, ça doit faire 1 kilomètre, au lieu de 700 000 km, comme le Soleil. Donc, elles vont tourner, parce qu'on a une conservation du moment cinétique. Elles tournent très vite. Elles peuvent tourner 1000 tours par seconde. Et elles donnent des phares comme ça, des pulses. On appelle ça des pulsars. Et puis ensuite, alors là, ce qu'on a une masse qui est le résidu, fait plus que 3 masses solaires. À ce moment-là, même la force de Pauli et de neutrons n'est pas capable de compenser la gravité. Donc ça, c'est fondre en trou noir. Là, cette fois-ci, on creuse le tapis. Là, au lieu de faire un trou dans le tapis, on fait un trou quand même. Et donc, on a quelque chose qui
à l'état actuel de la gravité n'est qu'une singularité. Mais certainement, il n'y a pas de singularité parce que lorsqu'on a des échelles quantiques, 10-35 cm par exemple, eh bien, on doit avoir une gravité quantique qui va sans doute réduire cette singularité à quelque chose de physiquement raisonnable. Quand on En parle quelque de sorte. gravité quantique, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on parle du graviton? C'est à ce moment-là où il entre en jeu? On ne sait pas trop exactement. Ce qu'on parle de gravité quantique, c'est une théorie générale qui pourrait marier la gravité et la mécanique quantique. D'accord. Pour l'instant, lorsqu'on arrive à des petites échelles où la mécanique quantique est reine, en quelque sorte, et contrôle la physique, eh bien, la gravité n'est pas compatible. Donc, on a une théorie de gravité pour les grandes échelles, bon, la trou noir par exemple, et puis pour les petites échelles, on a la mécanique quantique, et lorsqu'on met les deux ensemble, Ça fonctionne ça ne pas. marche pas. Donc, on cherche depuis un siècle à avoir une théorie plus globale, et on appelle ça gravité quantique, c'est-à-dire une théorie qui prendra en compte les deux, qui serait compatible avec l'un et l'autre. Et il y a beaucoup d'essais, hein. Il y a eu la théorie des cordes pour cela, mais qui ne marche pas bien, il faut le dire. C'est un très bel édifice mathématique, mais qui physiquement ne marche pas. Et puis, on a aussi les gravités quantiques à boucle, qui a été bien développée, d'autres encore. Ce n'est pas encore fini, hein, c'est en travaux. OK. La gravité quantique à boucle, ça a un lien avec la théorie des cordes ou c'est vraiment 2 choses C'est deux complètement choses complètement différentes. OK. Est-ce qu'on peut venir un petit peu dessus? Je sais pas si c'est C'est difficile à expliquer dans un salon comme ça. Il faudrait quelques équations au oui, ouais, tableau et je me doute. ça va être assez complexe. Alors Et puis on pour n'est pas sûr que ce soit vrai en plus, donc et surtout ça va être il peut y avoir une troisième théorie, hein. Pour l'instant, c'est des pistes. d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, valider, certaines pistes? Parce qu'on avait enfin, vous m'avez dit tout à l'heure que la théorie, enfin certaines théories par rapport à la gravité quantique ne fonctionnent pas, mais comment est-ce qu'on peut, créer un protocole de test pour Mhm. pouvoir les valider? Oui, en fait, on aimerait avoir par exemple des prédictions. La D'accord. théorie des cordes n'a jamais rien prédit. Donc OK. on arrive, on essaie de représenter, au lieu d'avoir une particule ponctuelle qui serait singularité aussi, un Mmh. petit point, l'électron serait une corde. OK. Donc déjà une dimension. Donc en effet, c'était attractif parce qu'on pouvait dire on n'a plus de singularité, on n'a plus de points Mmh. qui ont une densité infinie finalement. On a toute la masse en un point. Donc on aurait des masses en cordes et puis il y aurait des boucles aussi, des cordes qui feraient des boucles, etc. Mais c'est très complexe. En plus, il y a des membranes ensuite aussi, des branes, on appelle ça, parce qu'il y a des cordes à une dimension, des branes à deux dimensions. Et puis, on est obligé, avec cette théorie des cordes, d'avoir 25 dimensions. Pas OK. 3 dimensions plus une quatrième dans le temps, mais 25 dimensions. Alors, toutes les dimensions que l'on ne voit pas seraient contractées. Alors, il y avait aussi une théorie de supersymétrie. À un moment donné, la supergravité, où l'édifice des particules élémentaires, qui sont les quarks, parce que les neutrons et protons sont faits de quarks. Donc il y a des quarks, il y a des leptons, neutrinos, électrons, etc. Toutes ces particules, on a supposé à un moment donné, et peut-être qu'on en parlera peut-être pour la matière noire, parce qu'il y a beaucoup de matière invisible dans l'univers, et on n'a pas de candidat dans les principaux modèles standards de particules. Donc on a inventé tout un édifice symétrique. Toutes les particules auraient leur symétrique dans un autre édifice de particules. Et cette supersymétrie permettait de réduire les nombres de 25 dimensions à 11. Bon, Ça en c'est fait quand même déjà beaucoup. mais enfin, le problème c'est que ces super particules, on ne les a pas vues dans le CERN où on a des collisions de protons, on forme des collisions très très énergétiques. On aurait dû former des tas de particules supersymétriques et on ne les a pas vues. Donc D'accord. on est revenu à 25 dimensions, si on peut dire. OK. Donc toutes les prédictions des théories à cordes n'ont pas été vérifiées en quelque sorte. Enfin, on peut toujours dire, elles sont tellement concentrées qu'on ne peut pas les voir, mais enfin, au bout d'un moment, quand même. Pour, revenir un petit peu là sur ce qu'on disait sur les trous noirs, est-ce qu'un trou noir a des chances de pouvoir se résorber un jour? Ou est-ce qu'en fait les trous noirs vont finir par accumuler de plus en plus de matière et d'énergie Mhm. jusqu'à ce qu'il reste que des trous noirs dans l'univers? Alors, pour les trous noirs de masse stellaire, ce qu'on voit, c'est la fin de vie d'une étoile, Ouais. comme on a expliqué. Là, on en voit plein, parce qu'en fait, il y a 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Et il y en a peut-être 10% qui sont très massives et qui vont devenir trous noirs. Donc, ça fait quand même 30 milliards de petits trous noirs qui tournent autour de la Voie lactée. Donc, on en a plein. Ouais. Mais ceux-là, ils ne se résorbent pas. Et puis ensuite, il y a aussi les gros trous noirs qu'il y a au centre de chaque galaxie. On appelle ça supermassif. Dans notre galaxie, on en a un qui fait 4 millions de masses solaires.
Dans certaines galaxies elliptiques qui sont très grosses, ça peut faire des milliards de masses solaires. Donc ça tombe toujours au centre parce que c'est très massif, donc ça va spiraler, tomber vers le centre. Donc ces gros trous noirs sont toujours au centre de chaque galaxie. Et ceux-là, ils ne se résorberont pas. Par contre, si on avait de tout petits trous noirs, ils pourraient s'évaporer. Alors ça, c'était la théorie de Stephen Hawking, D'accord. qui nous disait qu'il y a une certaine thermodynamique des trous noirs. C'est-à-dire, un petit trou noir est d'autant plus chaud que sa masse est petite. Donc il y a une température de surface qui décroît comme la masse. Donc ceux qui sont très chauds, ils vont s'évaporer. Alors comment ils s'évaporent? Et c'est un phénomène mécanique quantique aussi. On peut dire que l'énergie est tellement forte au voisinage du trou noir, et surtout un petit trou noir, parce que la densité moyenne d'un trou noir à l'intérieur de l'horizon, alors l'horizon, il faut peut-être le définir, c'est le rayon au bout duquel la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que même la lumière ne peut sortir. Donc on appelle ça l'horizon. Et cet horizon, il a un rayon proportionnel à la masse du trou noir. Donc plus la densité est donc qui est M sur R3. Si R est proportionnel à M, la densité va être en 1 sur M2. Ok. Donc la densité, plus le trou noir est petit, plus la densité est très très grande. Pour un gros trou noir, en fait, c'est bien moins que la densité de l'eau, la vitesse moyenne à l'intérieur de l'horizon. On ne s'aperçoit pas quand on est au voisinage d'un gros trou noir qu'on y est. On peut même rentrer dans l'horizon et sans même pas s'en apercevoir. Par contre, au voisinage d'un petit trou noir, alors là, tout astronaute est complètement détruit par effet de marée, même sans rentrer dans l'horizon. D'accord. Parce que la force est bien plus Oui. grande. Hein. Ouais. Donc, dans ces petits trous noirs, la force est tellement grande que l'énergie est très grande et on peut avoir création de paires, particules-antiparticules. Et les antiparticules sont avalées par le trou noir et donc les particules s'en vont et donc ça fait une évaporation. Il y a de moins en moins de masse dans le trou noir puisqu'il avale des antiparticules qui ont une masse. Elles s'évaporent. D'accord, mais ça, c'est valable que pour les petits trous noirs. Exactement. Les gros, eux, ne se Voilà, les résorberont masses pas. solaires sont trop gros déjà. Il faut des ordres de grandeur en dessous de la masse solaire pour que ça s'évapore dans un temps de l'âge de l'univers. Sinon, il faudra attendre beaucoup plus longtemps que l'âge de l'univers pour que ça s'évapore. Donc les gros trous noirs, en fait, ils continuent d'accréter de la masse. Les gros, ceux qui sont au centre des galaxies, et ils ne font que croître. Ces particules et antiparticules qui apparaissent aux abords d'un trou noir, d'où est-ce qu'elles viennent? Qu'est-ce qui provoque leur apparition? Eh bien, c'est justement ce principe d'incertitude d'Heisenberg où on a l'énergie et le temps dans lesquels cette énergie se produit, qui est un produit égal à h bar, la grande constante de la mécanique quantique. Donc on peut en très peu de temps, c'est 10-32 secondes, hein, Ouais. alors très bref, on peut avoir énormément d'énergie tout d'un coup, une fluctuation d'énergie du vide, parce qu'on a le vide autour du trou noir. Donc il y a une fluctuation d'énergie du vide, et c'est cette énergie qui va créer peut-être particules-antiparticules, mais pendant un temps très bref. Mais si le trou noir avale quelque chose, eh bien c'est fini. Donc c'est cette énergie du vide que l'on mesure en laboratoire. Hein. La mécanique quantique a été très bien vérifiée. Il y a d'ailleurs une force de Casimir pour cela, qui dit que lorsqu'on met des plaques métalliques conductrices dans le vide, pur vide, eh bien elles s'attirent. Parce qu'en fait, il y a justement création de ces particules-antiparticules, de lumière, d'énergie, de fluctuation d'énergie. Et en fait, il y en a moins d'énergie dans les plaques et elles s'attirent.